Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 49 avec Mohamed Koussa. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations, mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la lecture rapide, une discipline qui rassemble des participants du monde entier chaque année pour s'affronter lors d'une grande compétition internationale avec un objectif, lire un livre de 400 pages le plus rapidement possible. Pour en parler, quoi de mieux que de recevoir le champion du monde de lecture rapide? Mohamed Koussa va partager son parcours, nous expliquer les bénéfices de la lecture rapide et nous donner ses meilleurs conseils pour doubler notre vitesse de lecture. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir pour pratiquer à votre tour la lecture rapide. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Anne Douce qui nous dit « Je tenais à te remercier Manal car tu n'imagines pas l'influence que ton podcast a eue sur ma vie. Je ne suis pas entrepreneur moi-même, mais je cherche toujours à apprendre et à progresser. J'ai été très touchée par le podcast en anglais car tu t'es directement mis hors de ta zone de confort. Or pour moi, pour influencer les autres, il faut d'abord montrer l'exemple. Bravo pour ça. Grâce à toi, je suis partie 10 jours en immersion en Angleterre et je vais passer un examen pour pouvoir enseigner en anglais nos limites. Waouh, merci infiniment pour ce message. Tu n'as pas idée à quel point ça me fait plaisir. Je suis totalement d'accord avec toi, Nodouce, il faut incarner ce qu'on partage avec les autres. Et même si ça m'a quand même demandé un réel effort de mettre en ligne cet épisode en anglais, eh bien, je suis très heureuse de l'avoir fait parce que vous avez été vraiment très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que ça vous a inspiré à prendre les choses en main pour progresser en anglais et c'était vraiment l'objectif. Merci beaucoup à Nodouce pour ce message et comme on dit, the sky is the limit, keep going. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs. Combien de temps vous faut-il pour lire un livre de 400 pages ? Une semaine ? 2 semaines ? Un mois peut-être ? Eh bien, lui est capable de lire un livre entier de 400 pages en moins d'1 heure et demie, soit plus de 100 000 mots lus et mémorisés, une performance qui l'a propulsé au double titre de champion de lecture rapide. D'abord champion de France, puis champion du monde, un défi qu'il a relevé haut la main en Chine face à de redoutables candidats venus du monde entier. Il dit lui-même avoir attendu plus de 37 ans pour véritablement prendre conscience de son potentiel et c'est à travers ses propres expériences personnelles qu'il a réussi à hacker son cerveau pour développer des capacités insoupçonnées. Et en tant que professeur de littérature et d'histoire, il a ce goût de partage et de la transmission et c'est dans cette optique qu'il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Mohamed Koussa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Alors Mohamed, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? C'est après un parcours en fait où j'avais pas de sens au départ et j'avais l'impression de faire plein de petites choses, d'essayer et de jamais vraiment réussir. Puis je me suis rendu compte que j'avais réussi énormément de choses mais que je les voyais pas. Et puis donc j'ai pris le train du métro boulot dodo comme un peu tout le monde. Mais je sentais en moi quelque chose qui me poussait et qui me disait que je pouvais faire plus
ou du moins autrement, le même travail mais autrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de complètement changer mon fusil d'épaule, toujours d'enseigner, mais à ma manière à moi, quand je veux et comme je veux. Alors vous, Mohamed, vous êtes professeur de lettres et d'histoire depuis plusieurs années déjà. Mais avant de parler de votre parcours du côté professeur, j'aimerais d'abord savoir quel genre d'élève vous étiez à l'école. Moi, quand j'étais petit, j'étais un élève sage. J'ai toujours eu des résultats corrects, mais je ne comprenais pas tout en fait. Parce que moi, ma langue maternelle, c'est pas le français. Donc j'ai appris le français à l'école et j'ai une part d'obscurité dans mon parcours, surtout en primaire, qui s'est clarifié en CM2 avec la lecture, justement. Donc c'est pour ça que moi, la lecture, c'est une sorte de renaissance. Avec 2 épisodes qui sont assez importants, celui de la CM2, où j'ai découvert que, en fait, dans les livres, il y avait toutes les réponses que la prof, elle attendait. Donc, quand j'ai compris ça, grâce à ma mère, c'est ma mère qui m'avait offert un livre dans lequel il y avait tout le programme, j'ai compris que, voilà, c'est en révisant avant, préparant avant, je pouvais obtenir de meilleurs résultats, une meilleure considération, ce qui est important pour un élève. Et puis après, au collège, c'est là où j'ai découvert la lecture et le pouvoir de la lecture. Et puis là, j'ai décollé à ce moment-là. Est-ce que vous aimiez l'école ? Énormément. À tel point que c'est pour cette raison que j'ai voulu devenir enseignant. C'est parce que j'ai aimé l'école. Mais j'allais à l'école jusqu'à la fin, parce que comme on le sait, les élèves souvent, beaucoup d'entre eux partent en vacances avant la fin de la période, voilà, parce que les billets d'avion sont moins chers avant le mois de juillet. Et puis moi, je restais jusqu'à ce que la maîtresse enlève les affichages. Vous étiez le dernier en fait. On à était un quitter groupe, l'école. ouais, mais j'étais pas tout seul. On avait un petit groupe comme ça de gens qui aimaient l'école. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu devenir enseignant, parce que j'ai porté un énorme respect pour mes professeurs. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait un post sur les réseaux sociaux où j'avais fait la liste de tous mes professeurs de la maternelle jusqu'à l'université. Donc il y en avait un pour la maternelle, un pour la primaire, un pour le collège, un pour le lycée, un pour la fac. Et puis je les citais un par un. Et puis voilà, un hommage pour ce que moi je suis devenu. Et c'était grâce à eux, quoi, parce que c'est cette image que c'est j'avais super gardée. sympa. Ouais, Ils ont bien dû sûr. être très contents et très fiers. Surtout que j'ai une voisine qui est une ancienne enseignante. Elle est partie à la retraite l'année où moi je suis entré en fonction dans l'éducation nationale. Bon timing. Ouais, exactement, ouais. Donc elle, je lui dois beaucoup parce qu'elle nous a beaucoup aidé, Madame Marchand, pour la citer. Et là, j'ai gardé un très bon souvenir de l'école. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous plaisait le plus justement à l'école ? C'est le fait d'apprendre énormément de choses. C'est toujours subjugué par le professeur, quoi, qui professe et qui nous apprend des choses qu'on ne connaît pas. Ce qu'on appelle l'espèce d'épiphanie, sentiment à chaque fois de recevoir une révélation dès qu'on apprend un truc nouveau. Et puis après, cette chose-là, une fois qu'on l'a apprise, la réinvestir dans la société, parler avec les gens, montrer qu'on connaît des choses aussi. Il y a un pouvoir de la connaissance sur les gens. Et ça, en termes de confiance en soi, c'est super important. Et qu'est-ce qui vous plaisait le moins ? À l'école, ce qui me plaisait le moins, c'était les contrôles. Ah oui, Les contrôles, on est d'accord avec ça. Les évaluations, c'est toujours un côté stressant. Justement, en fait, le problème de l'évaluation, ça, c'est pas un sujet nouveau. Moi, je l'ai vécu en tant qu'élève et puis ensuite en tant qu'enseignant. Donc, on n'aime pas être jugé, en fait. Et c'est pour ça que la note, telle qu'elle est encore utilisée comme outil encore mal utilisé dans l'éducation nationale, en fait, elle peut produire des problèmes et des dégâts. Parce que justement, vous dites vous-même que vous avez souffert des méthodes d'apprentissage à l'école que vous trouviez trop difficiles et trop fatigantes. Alors, c'était quoi le problème exactement ? Le problème, c'est que souvent, on n'explique pas aux élèves exactement ce qu'on attend d'eux. Et qu'une consigne, 2 élèves différents peuvent la comprendre de manière différente. On avait dit à un élève... colorer la moitié des voitures. Et donc, il y avait 16 voitures, par exemple. Donc, il fallait en colorier 8. Mais lui, il a colorié la moitié de chaque voiture, en fait. Ah, mais ce qui est aussi une bonne réponse, mais en finalement. fait, c'est un génie. Hein. Il a compris d'une autre manière. Il a compris colorer la moitié des voitures. Il est resté sur le sens littéral. Moi, un élève comme ça, je lui donne tous les points. De l'autre côté, c'est en tant qu'enseignant, on se dit, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas ce que nous, en tant que prof, en tant que professeur, on attend exactement. Donc, dans la consigne, il faut préciser les choses. Donner un exemple, souvent on donne un exemple pour que les élèves en primaire, ils sachent exactement ce qu'on leur demande, mais le problème s'étend aussi au collège, parce on sait qu'il y a un pourcentage d'élèves qui arrivent au collège et qui ne savent toujours pas lire. S'ils ne savent pas lire, c'est qu'ils ne comprennent pas non plus. Ça va ensemble. Il y a beaucoup d'initiatives annexes au système scolaire qui voient le jour, comme la pédagogie Montessori, qui est très importante. Et il y en a d'autres aussi, d'autres initiatives. Vous en pensez quoi, vous, exactement ? Est-ce que c'est ça l'avenir, finalement, de l'école, de l'éducation ? Pour la pédagogie Montessori, en fait, c'est une fausse bonne réponse. En fait. C'est-à-dire que la pédagogie Montessori est très fantasmée comme tout système que l'on propose quand il y en a un qu'on voit un peu mauvais.
la pédagogie Montessori, le problème c'est que quand on commence avec ça et qu'après qu'on met les élèves au collège qui n'est pas Montessori, l'enfant il est complètement perdu. C'est-à-dire qu'on va l'habituer avec un fonctionnement où, par exemple, à l'école Montessori, on développe l'autonomie très tôt, mais pas au collège ou pas au lycée, dans le reste de l'éducation nationale. En fait, l'enfant, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, il n'est pas habitué à l'environnement de l'école. Exactement, c'est comme on a préservé quelqu'un pendant sa prime jeunesse jusqu'en primaire, et ensuite il va se retrouver à devoir respecter brutalement des règles auxquelles lui n'a pas été habitué. Donc ça peut même mener à l'échec scolaire en fait. En réalité, ce qu'il faudrait, c'est des méthodes qu'on applique du début jusqu'à la fin de sa vie. Il faut que ce soit cohérent. Il faut que ce soit cohérent, c'est-à-dire que quand on commence avec un système, on a défini des objectifs avec l'enfant. Jusqu'à son autonomie, on suit ces objectifs-là. Il ne faut pas que les gens se laissent avoir en disant parce qu'il y a un truc qui est complètement pourri, le premier truc qui arrive, on va le prendre parce que ça a l'air bisounours. Oui, votre enfant, il va devenir autonome. Moi, je trouve ce qu'a fait Céline Alvarez, c'est très bien. Mais le truc, c'est que quand les gens envoient leurs enfants à l'école, ils doivent eux-mêmes fixer les objectifs pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire de nos enfants ? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants ? On veut qu'ils deviennent des médecins, des avocats, qu'ils deviennent entrepreneurs. Est-ce qu'on veut qu'ils soient autonomes ? C'est qu'on veut quoi pour eux ? C'est là où je pense que moi je mets un petit peu un holà, parce que j'estime qu'en tant que parent, c'est pas à nous de décider ce que l'enfant doit faire. C'est vrai. Après, on peut pas décider pour lui. Mais on a quand même un rôle en tant que parent de l'encadrer et de l'accompagner vers ce qu'il veut faire. C'est-à-dire de révéler son potentiel et ses talents. Oui, et c'est-à-dire qu'à la maison, si on veut que quelqu'un, je sais pas, moi, lise des bouquins, s'il n'y a pas de livre à la maison, c'est problématique d'attendre que l'école inculque la valeur du livre uniquement dans son domaine à elle. On peut pas. C'est-à-dire, si on veut que l'enfant devienne médecin, par exemple, ça c'est le truc que tous les parents veulent, que mes enfants deviennent médecins, sachant qu'il y a des médecins qui se suicident en se jetant des fenêtres des hôpitaux. Devenir médecin, c'est pas forcément connaître le succès, la réussite et l'épanouissement personnel. Exactement. Mais même si dans la société, le rôle de médecin, enfin l'image du médecin bénéficie d'une image qui est hyper positive, ou celui d'avocat, parce que il y a un symbole d'argent, de puissance derrière. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces schémas-là, pas du tout. On a besoin. Aujourd'hui, l'être humain, il est dans un monde, on est en sécurité, on est en paix, on a envie de connaître en fait cette paix dans notre maison, dans notre tête, dans tous les jours, quand on est dans la rue. On n'a pas envie de juste prendre 5 semaines de congé payé pour sentir qu'on vit un petit peu, on a envie de connaître ce bonheur perpétuellement. Mais ça, c'est quelque chose qui se cultive à la base. C'est pas en disant il faut que tu fasses médecin ou que tu sois avocat parce que c'est super important, mais l'enfant en fait ça l'intéresse pas lui. Je suis complètement d'accord, c'est d'ailleurs le bien-être de l'enfant qui prime. Oui. Et c'est ce genre de mentalité qu'on retrouve par exemple dans les pays du Nord comme au Danemark. Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'ils sont en avance dans les méthodes d'apprentissage, notamment le mind mapping. En Finlande, moi j'avais vu ça, c'était un truc, pour moi c'était un ovni à l'époque. Alors dites-moi un petit peu en quoi ça consiste le mind mapping. Alors le mind mapping, c'est la modélisation du schéma mental, c'est-à-dire que comment le cerveau lui il conçoit l'information en termes d'image. Eh bien, il y a un bonhomme qui s'appelle Tony Buzan. Au bout d'un moment, il s'est dit, tiens, si moi j'arrive à directement modéliser le cours, la leçon, la conférence, de la manière dont le cerveau, lui, voit les choses, ça va être plus facile pour lui d'ingurgiter tout ça, plutôt que d'écrire noir sur blanc des mots qu'il faut retranscrire et qui ne symbolisent pas pour tout le monde la même chose. Ce serait peut-être plus simple. Et ça a donné la carte mentale, qui est aujourd'hui un outil utilisé par des hommes politiques de premier plan aux États-Unis, comme Al Gore, par exemple, comme des gens qui font l'économie d'aujourd'hui, Bill Gates, par exemple, ou quand on va dans le hall de la NASA, on a des grandes fresques en images qui sont des résultats de réunions d'ingénieurs et de penseurs. On utilise tous Google aujourd'hui, par exemple. Bien voilà, ça, c'est des outils. C'est un outil qui est beaucoup plus visuel, en fait. Qui mêle beaucoup de choses. Le dessin, des chiffres, des lettres, des phrases, des mots. Exactement. Et du coup, ça permet de mieux mémoriser, visualiser ce qu'on a envie de faire. Ça permet de mieux visualiser, de hiérarchiser les informations. Et aussi, il y a un côté très ludique parce que l'être humain, comme le dit Idriss Aberkan, il y a un côté jeu que l'être humain aime. Et il satisfait à toutes ces conditions qui font qu'on apprend beaucoup plus vite. Moi, en tout cas, le mind mapping, c'est vraiment un outil que j'adore et que j'utilise tout le temps lors de mes formations et des ateliers que j'anime pour les entrepreneurs parce que, évidemment, ça a beaucoup plus de résultats. En fait, il y a beaucoup plus d'impact. Il faut arrêter en fait, de faire des listes de mots les uns après les autres qu'on ne retient pas. Moi, je suis professeur de littérature, donc pour moi, l'écrit reste un des exercices les plus puissants de l'intellect de l'être humain, avec la lecture. Mais de l'autre côté, moi, je suis pas du tout dans le dessin, mais vraiment, j'ai même dit à ma prof de dessin, j'espère qu'elle me pardonnera un jour, Madame Hoff, quand on est en 3e, Madame, votre matière ne sert à rien, comme celle de la prof de musique, parce qu'on est à l'école, et à l'école, on vient pour apprendre, donc on devrait vous remplacer par des heures de maths ou de français.
Donc j'ai vu la pauvre, son regard un peu. Vous avez changé d'avis aujourd'hui? Mais vraiment, c'est rien à voir. C'est-à-dire que moi, quand je prépare une réunion, moi j'enseigne le mind mapping dans mes formations. Quand mes enfants viennent à la maison pour leur expliquer quelque chose, à un enfant de 3 ans ou à 4 ans, le plus grand il a 9 ans, on fait une carte mentale. Ça n'a rien à voir. Donc tous mes projets maintenant sont faits en carte mentale. L'organisation de mon travail en tant qu'entrepreneur, c'est une carte mentale. Puis j'ai découvert aussi d'autres outils. Et d'ailleurs, donc la lecture fait clairement partie des meilleurs outils pour développer ses connaissances. On est d'accord aussi là-dessus. Vous êtes devenu un véritable expert dans ce domaine puisque vous êtes champion du monde de lecture rapide. Alors d'abord, félicitations pour ça. Merci, c'est gentil. C'est un bel exploit. Merci. Alors, c'est quoi exactement la lecture rapide? La lecture rapide, c'est en fait un ensemble de techniques qui sont liées au mouvement de l'œil. Parce que nous, on a l'impression que lire... Tout le monde pense savoir ce que c'est que la lecture, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est que la lecture. D'abord, c'est des techniques par rapport à l'œil, comment positionner son œil et le déplacer d'une manière à prendre le plus d'informations possible, d'une part, et d'autre part, comment le cerveau, lui, quand il va prendre ces informations, comment il va les traiter le plus rapidement possible pour offrir le sens au lecteur. Donc, c'est faire la connexion entre le visuel et le cerveau. C'est d'abord bien utiliser ses yeux, bien utiliser son cerveau et articuler les deux. Ça, c'est ça qui fait la lecture rapide. Et qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à cette discipline? Parce que moi, je suis un lecteur. Déjà, je ne suis pas francophone de base. Et puis, je lisais extrêmement doucement. À tel point que je finissais pas mes livres. Quand je lis, j'avais l'esprit qui divaguait, qui partait, qui rêvait un peu. Donc, j'ai développé le goût du rêve, je pense, à partir de là. Et puis un jour, pour mes études, quand j'ai fait les études d'histoire, j'avais besoin de consulter énormément de documentation pour passer le concours. Puis là, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais, si je lis comme ça, c'est impossible. Et en cherchant un petit peu, c'est là que j'ai découvert, je me suis dit, c'est pas possible. Les professeurs, comment ils font? Ah, donc vous avez découvert ça totalement par hasard? J'ai découvert ça par hasard, parce que c'était un besoin en fait. Je me suis dit, ouais, non, je peux pas, je suis limité avec mes outils actuellement, là, je peux pas aller plus loin. Voilà. Si je me limite, j'avais été à la bibliothèque de Paris 8. Donc je prends un livre d'histoire romaine, la loi romaine et compagnie, je me chronomètre, je lis, je vois 1 heure qui est passée, 10 pages de lu, je dis c'est pas possible, mais je vais jamais y arriver. Pour faire 100 pages, il me faut 10 heures. Puis j'imagine qu'il faut lire beaucoup de livres d'histoire dans votre filière. Bien sûr, en plus, il faut lire, il y a les 4 périodes, il y avait les 4 périodes à couvrir, donc il fallait consulter les livres de base, et puis si on veut aller plus loin, il faut consulter encore d'autres livres pour faire son savoir. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et puis en fouinant un petit peu sur Internet, etc., j'ai vu qu'il y avait des formations de lecture rapide. Et là, j'ai contacté des formateurs, je me suis Alors formé. comment ça se passe justement? Vous avez contacté qui? Alors le premier formateur que j'ai eu, c'était Nicolas Lisiac, qui est d'ailleurs l'organisateur du championnat de France. Exactement, c'est lui qui organise les championnats de France. Et en dînant l'année dernière en Chine, parce qu'on s'est affronté en Chine l'année dernière, il est arrivé 3e. Donc l'élève a dépassé le maître. Oui, et puis j'avais 3 formateurs avec moi dans la salle. Donc il y en a un qui est arrivé 4e, un qui est arrivé 3e. Il y avait l'arbitre aussi de la lecture rapide, c'était un de mes profs, un de des enseignants en lecture rapide que j'ai eu. Donc vous avez acheté une formation en ligne? J'ai acheté une formation en ligne à 19,90 à l'époque sur à 19,90 à 19,90. Donc comme quoi c'était un site de vente en groupé. Voilà. Et plus on achetait en groupe, et moins c'était cher. Et voilà, c'est ça. Comme quoi, il faut toujours continuer à se former et surtout ne pas négliger les formations qu'on trouve en ligne. Bien parce sûr. Que ça peut nous permettre justement d'upgrader sa vie. Ah, bien sûr. Par exemple, vous avez un site qui s'appelle Udemy. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais Udemy, c'est... Il n'y a aucun souci. Au contraire, ce sont des références qu'on aime partager, nous, avec les auditeurs. C'est super. Et alors, Udemy, vous avez des formations de spécialistes mondiaux qui coûtent 4 €, 5 €, 10 €. Alors après, le truc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le prix psychologique. Les gens, quand ils ne dépensent pas d'argent dans quelque chose, ne lui donnent pas d'importance. C'est ce qu'Idriss Aberkan il développe dans son dernier livre, L'âge de la connaissance. Il y a des gens qui, moi, ça m'a fait exactement ça. La première formation que j'avais faite, je l'ai négligée en fait, 19,90. J'ai mis tous les mails. On recevait un mail de temps en temps avec des PDF. Je me suis dit, quand j'aurai le temps, je vais les consulter. En fait, il se trouve que j'ai écrasé la boîte mail et que j'ai perdu tous les PDF. Par contre, les formations que j'ai fait après coûtaient quand même assez cher. Et là, vous les avez prises un peu plus au sérieux? Alors, la première fois, non. Parce que j'avais été content de la formation. Je me suis dit vraiment, c'est bien et tout, j'étais content.
Mais toujours pareil, la flemme et la procrastination. Ça, Ouais. c'est un mal de notre société moderne. C'est comme on a un peu tout le temps. Alors, et puis moi, je suis un procrastinateur ceinture noire, comme j'aime à le dire. Ah oui, en plus, Ah ceinture ouais, non, noire. mais j'ai raté des occasions extraordinaires mais juste à cause de ça, en remettant tout au dernier moment. Mais c'est bien déjà de s'en rendre compte. Bien sûr, mais C'est c'est déjà le premier c'est le premier pas. pas. Voilà, Ouais. vers le progrès, c'est de se rendre compte. Et ensuite, par contre, après, j'en avais tellement besoin que je me suis dit, attends, je vais retenter une fois, me payer plusieurs centaines d'euros, mais si je le fais, il faut qu'il y ait un résultat au bout. Après, je me suis dit, mais pourquoi la première fois, quand je l'ai fait, ou les premières fois, j'ai pas réussi en fait. Et je me suis rendu compte, c'est parce que j'étais tout seul. Et le fait d'être tout seul, rentrer chez soi à la maison et d'être tout seul devant ses feuilles et devant les vidéos et tout, c'était pas du tout attrayant. Et là, je me suis dit, tiens, si j'arrive à former un groupe de gens avec qui j'ai le même intérêt, bien, ça serait peut-être plus facile pour moi. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait. Tout à fait. Et là, j'étais voir un formateur, je lui dis, est-ce que ça te dérange? Il m'a dit, non, ça me dérange pas. Contacter 3-4 personnes. Après, pendant 1 an et demi, tous les mois, j'ai animé un atelier de lecture rapide. Et donc, moi, je suis enseignant, donc c'est mon métier. Ça, c'est une très bonne technique, en effet. C'est Exactement. d'apprendre quelque chose en ayant pour objectif de le transmettre, Exactement. de partager cette connaissance. Tout à fait. Parce que ça nous oblige vraiment à Ouais. le prendre très au sérieux. Bien sûr. Et puis surtout à pouvoir apprendre les choses correctement pour transmettre cette connaissance. C'est quand même un objectif qui est assez grand. Bien sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est une très très bonne technique. Et puis moi, je le répète très très souvent aussi dans le Manal Show, continuez à vous former. Important. Surtout, continuez à vous former, ne pas avoir peur d'investir de l'argent dans la formation, au Ouais, tout à contraire, fait, ouais. parce que investir sur vous-même, c'est vraiment le meilleur investissement que vous pouvez Bien faire. sûr. Ça, c'est très très important. C'est important, je pense, de le souligner. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Et d'ailleurs, vous, Mohamed, vous êtes entraîné comme un sportif de haut niveau, jusqu'à participer au championnat de lecture rapide qui s'est déroulé en Chine. Vous avez gagné et aujourd'hui, vous êtes champion du monde de lecture rapide. C'est quand même un bel exploit. Alors, quel était l'objectif pour vous de départ? Pourquoi avoir choisi de participer à ce championnat? La première fois que j'ai participé au championnat de France, c'était pour coacher quelqu'un à la base. C'était pas pour participer. Donc toujours dans la même optique, Toujours dans la même optique. Quelqu'un d'autre. En fait, j'étais dans les ateliers de lecture rapide et il y avait un des participants aux ateliers qui me dit, tiens, il y a une compétition, j'aimerais bien la faire, je voudrais que tu me coaches. Je lui dis d'accord. Après, on va dîner ensemble. Puis il y en a un, il me dit, mais pourquoi toi tu le fais pas? Je dis, tiens, je vais le faire moi aussi, je vais m'entraîner. Puis on s'est entraînés tous les deux avec mon ami. Et puis en s'entraînant, etc. Donc c'est toujours mieux quand on est à deux, ou à trois ou à quatre, parce que c'est stimulant. Quand il y en a un qui va pas bien, il remonte l'autre, on se donne rendez-vous, etc. Puis donc j'ai gagné. Et je m'étais tellement bien entraîné pour les championnats de France que je suis resté sur cet entraînement. Sauf que je suis parti en Angleterre pour travailler mon anglais, parce que le championnat du monde c'était en anglais. Donc j'ai passé du temps à Birmingham, dans la plus grande bibliothèque d'Europe. J'ai fait mes premières cartes mentales en anglais, j'ai parlé avec les gens et je me suis convaincu que j'étais anglophone. Il faut dire quand même que vous vous donnez les moyens de réussir. Oui, pour le coup. Exactement. Mais il y avait la recherche de... j'ai envie de devenir meilleur en fait. J'ai envie de trouver la meilleure version de moi-même plutôt que de me dire ouais, les autres ils le font, je vais le faire moi-même. Et en plus, j'avais envie de partir en Angleterre. Mais là, ça me donnait une raison supplémentaire. Donc j'ai été là-bas, j'ai pas de copains, parce que si on est Focus sur l'apprentissage en anglais. Ouais, exactement. Si on reste entre Français à Birmingham, puis en plus il y a plein de Français à Birmingham, ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres et tout. Voilà, on va passer des soirées inoubliables et tout. Mais bon, voilà, moi je voulais apprendre l'anglais. Et donc j'ai fait ça. Vous êtes resté combien de temps là-bas? 10 jours. Ah, seulement 10 jours? Seulement 10 jours. Et en 10 jours, vous avez vu une amélioration? Oui, parce que en fait, je prenais les transports tout seul en commun, j'allais manger tout seul, j'ai regardé Breaking Bad sous-titré, je l'avais pas vu, donc je me suis dit, il faut que je... Et je faisais tout en anglais, en fait. Immersion en anglais, en fait. Immersion en anglais, mais j'étais un anglais, en fait. C'est ça qui est important. La première étape, quand on veut faire quelque chose, c'est de se prendre pour cette chose-là. De pas rester, en fait, il faut plonger dedans. Et la plupart des gens, des apprenants, ils font l'erreur de rester à l'extérieur en disant non, mais ça fait ridicule, non, mais j'y arriverai pas. Non, moi, j'étais un anglais. Il faut se mettre vraiment dans la peau de la personne que vous voulez devenir. Exact, je suis un anglais. Je veux faire des arts martiaux, je suis Bruce Lee. Je veux faire de la physique, je suis Einstein. Exactement. On a besoin de s'identifier et rentrer dans la peau de quelqu'un. Tout est une question de mindset. Exactement, de mindset. Et les enfants le font très bien. Quand on joue à comme si, vous dites à un enfant, fais le professeur, mais il prend les mêmes mimiques. Il fait la même chose. Et pourquoi je le ferai pas, moi, alors que j'ai 40 ans? Pareil, tu veux être un bon leader, fais le leader en fait. Bon, fais pas le petit chef dans les petites PME. Non. On parle du vrai leader. Du vrai leader, celui qui inspire les gens, celui qui comprend, celui qui est un modèle quelque part. Mais il faut faire comme si on l'était déjà. Et donc en 10 jours,
Ouais. Là, vous vous êtes transformé en Mohamed le British. Exactement, British Mohamed. Donc voilà, je mangeais des haricots blancs à la sauce tomate. Ah oui, d'accord, donc vous avez vraiment poussé le truc Ah non, jusqu'au bout. j'étais un Anglais, donc après, quand j'étais en Chine, mon anglais n'était pas parfait, mais c'est pas grave en fait, c'est pas ça qui est important. En tout cas, c'est génial comme expérience. Ce qu'on peut en retenir, c'est vraiment, si vous avez un objectif à atteindre, donnez-vous les moyens, il faut se donner les moyens d'y aller, de l'atteindre, justement, de réussir. Tout à fait. Et n'ayez pas peur, parce que tout est une question d'état d'esprit. Mettez-vous dans la peau de la personne que vous voulez devenir. Exactement. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, il y a une question, moi, que je me suis posée en préparant cette interview. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'on gagne vraiment, je veux dire, de manière concrète, quand on gagne le championnat de lecture rapide en dehors de la satisfaction personnelle, bien sûr. On gagne un palier de compétences, parce que moi, la meilleure performance que j'ai faite au championnat du monde. J'avais pas fait mieux avant, en fait. J'avais déjà lu des livres en anglais en lecture rapide. J'avais fait ça à Birmingham, mais j'avais mis, comme j'étais en anglais, je me suis dit, bon, je vais pas me prendre la tête et me comparer au français, c'est pas ma langue maternelle. Donc je lisais, mais là, j'avais lu 400 pages en 1 heure. En fait, je l'ai lu 2 fois en 1h25, mais la première fois, c'était pas une vraie lecture, c'était une espèce de scan pour se sensibiliser, mais en fait, le vrai truc, ce serait 1h15, 400 pages pour 1h15 en anglais. C'est-à-dire, déjà, j'ai augmenté mes compétences et je me suis dit, en fait, je peux gagner en compétences dans beaucoup d'autres domaines, en fait. C'est-à-dire, ça n'a été qu'un exemple de ce que je peux faire et que je peux transposer dans tous les autres domaines. J'ai l'impression, en fait, de faire un peu ce que je veux, quelque part. Est-ce que vous avez gagné un trophée, par exemple ? Oui, on a gagné, on gagne une espèce de certificat. Un prix, en fait. Oui, c'est ça. On est reconnu comme étant presque le meilleur lecteur au monde. Après, il y a un truc aussi, c'est que il y avait les championnats du monde de mémorisation, les championnats du monde de carte mentale, mind mapping, et les championnats du monde de lecture rapide. Oui, il y avait 3 catégories. Il y avait 3 catégories. Donc moi, je suis le seul, enfin, on est deux, il y a un Américain et moi, mais je suis le seul Français qui a participé à tout. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à la mémorisation, il y avait de l'argent. Et par exemple, il y en a, ils ont pris des chèques de 40 000 € à la mémorisation. Mais il n'y avait pas d'argent en carte mentale et en lecture rapide. Mais pourquoi, vous savez ça ? Non, je ne sais pas. Mais bon, au départ, moi, ce n'était pas cet aspect-là qui m'intéressait. Oui, bien sûr, j'imagine, oui. Ouais, ce n'était pas du tout ça. Mais bon, si j'avais gagné 40 000 €... Ce serait quand même intéressant. Ça m'aurait peut-être motivé à revenir cette année, quoi. Mais bon, c'était pas le... Mais concrètement, après, ça nous ouvre des portes, parce qu'après, les gens nous connaissent. Et puis, la lecture rapide, c'est une compétence qui est très recherchée en entreprise, par exemple. Oui, complètement. C'est clair que ça vous a appris énormément de choses. Mais vous avez aussi parlé de sponsor tout à l'heure. Ouais. Vous avez été sponsorisé. Alors, de quelle façon ? Comment ça s'est fait ? C'est un sponsoring, vraiment, c'est un ami, en fait. Il n'a pas fait ça sur... par rapport à son... Il voulait pas que son nom, ou que s'il avait une marque, il aurait pas voulu... Je l'aurais fait, ça aurait été pour lui, mais c'était pas ça, c'était pas du donnant-donnant. Il me l'a fait vraiment parce que ça lui faisait plaisir de voir qu'il y avait quelqu'un. Mais même moi, j'étais gêné au départ parce que c'est pas... Voilà, je lui dis non, mais je peux pas accepter. Il me dit non, il me dit c'est un cadeau, tu peux pas... Il a voulu vous soutenir en quelque sorte. Il voulait me soutenir en fait, il me voyait parce qu'il voit... Moi, j'ai toujours été un homme de projet, donc je mène des projets depuis des années. Et les meilleurs projets, c'est ceux que j'ai ratés, parce que c'est ceux qui m'ont permis après de mieux faire ce que j'ai fait après. Voilà, l'échec, ça reste... C'est le meilleur diplôme. C'est le meilleur diplôme. Moi, je suis ceinture noire d'échecs. Mais c'est vrai, ceinture noire, 3e dan. De procrastination et d'échecs. Ça va ensemble. Ça fait beaucoup là, Mohamed. Ça fait beaucoup, mais c'est comme quoi, en fait, quand on procrastine énormément et qu'on a raté beaucoup de choses, c'est ça qui nous permet après de faire des choses qui sont meilleures. Exactement. Et puis en plus, vous avez quand même gagné le prix de champion du monde. Donc vous avez fait honneur à votre ami en gagnant ce prix. Franchement, ouais. Mais il devait être assez fier. Ouais, il était super content. Ça m'a fait plaisir pour lui, parce que il se dit pas que j'y serais pas allé sans ça. J'y serais allé, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Oui, c'était plus confortable en fait. Oui, parce que les 3 quarts de la somme, c'est lui qui me les avait donnés. Et moi, j'ai juste rajouté un tout petit peu pour le reste. Voilà, c'était... Donc même dans l'entourage proche, vous pouvez trouver un sponsor, quelqu'un qui vous aide et qui croit en vous. En fait, quand vous croyez en ce que vous faites, même s'il y a des gens qui vont vous critiquer parce que vous les mettez à mal, quand on est trop débordant d'énergie, on fatigue les gens qui sont autour de nous. Donc c'est pour ça qu'il y a de la critique. Mais de l'autre côté, il y en a, ils nous admirent. Ils aimeraient bien en fait faire comme nous, mais ils ne trouvent pas les ressources. Alors ils se disent, moi j'aimerais bien être comme toi. Tiens, je vais participer parce que c'est quelque part, ta réussite, c'est la mienne. On les inspire en fait. On les inspire. Et quand on fait ça dans notre entourage, on espère être source d'inspiration pour nos enfants, pour nos voisins, pour nos élèves quand on est professeur. Mais on peut l'être pour plein de gens qu'on néglige en fait au quotidien. En tout cas, c'est très très noble de sa part. Ouais, franchement, je le remercie une fois de plus s'il m'écoute. Merci à toi. Bon, Mohamed, champion du monde de lecture rapide. Oui. Moi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas forcément ce championnat. Bien sûr. Alors concrètement, comment ça se passe ? Comment se déroule l'épreuve de lecture rapide ? Alors, vous avez un livre qu'on vous présente qui fait entre 300 et
400 pages, qui n'a jamais été édité. Donc on travaille avec une maison d'édition, enfin les organisateurs travaillent avec une maison d'édition qui leur donne un livre qui va sortir dans l'année. Ah d'accord, donc c'est un livre qu'on n'a jamais vu dans le commerce, qu'on n'a pas pu lire auparavant. Le manuscrit a été donné à la maison d'édition par l'auteur. Et avant publication, même des fois correction, parce qu'on nous a donné en fait la version imprimable avec les découpes et tout qui n'avait pas encore été faite à la compétition. Et on a 2 heures maximum pour le lire. Alors si on le termine avant, on lève la main, on se présente à la table du jury, on rend le livre. On n'a pas le droit de garder le livre quand on va répondre aux questions. D'accord. Ensuite, il nous donne le formulaire des questions et il écrit le temps qu'on a mis sur le livre, sur la feuille. Ensuite, donc il y a une vingtaine de questions ouvertes. On répond aux questions et chaque question vaut 5%. Ensuite, donc ça nous donne un certain pourcentage à la fin et on va multiplier le pourcentage de bonnes réponses par le temps qu'on a mis. D'accord. Et c'est ça qu'on appelle l'indice de lecture. L'indice de lecture, c'est la vitesse de lecture multipliée par le pourcentage de bonnes réponses. Et plus l'indice de lecture est haut, et plus on est haut dans le classement. Donc le tout, c'est pas simplement de lire, il faut surtout comprendre ce qu'on est en train de lire pour être capable de répondre aux questions. Bien sûr, parce qu'il faut mémoriser en fait ce qu'on lit. Alors vous avez des questions qui étaient hyper générales et dont l'information revient plusieurs fois dans le livre. D'accord. Bah ça, c'est le plus facile. C'est plus facile, mais ça représente qu'un pourcentage dans le livre. Et d'autres questions qui sont hyper pointues. Par exemple, il y avait une question, c'était quel est le nom de l'aéroport duquel a décollé tel personnage, alors que le nom de cet aéroport-là, il a été dit une seule fois dans le livre. Ah oui, d'accord, donc il faut être vraiment très concentré. Exactement, ouais. Donc si on ne connaît pas... les aéroports, moi les aéroports, c'est pas mon truc, mais il me semblait avoir retenu quelque chose. J'avais mis Malpensa, l'aéroport. Il y a 2 aéroports à Milan en fait. Il y a celui des vols réguliers, celui des charters. Et je me suis dit, ça doit pas être ça. Donc j'ai barré la réponse et c'était ça en fait. C'était la bonne réponse. Donc c'est une question moi, que j'ai perdue. Mais bon, c'est pas grave. Ça c'est. Non, de toute façon, vous avez gagné. J'ai gagné, au final, donc j'ai c'est gagné. pas très grave. Il y avait une autre question, par exemple, c'était quel est le rapport entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4 ? D'accord, donc comment on fait si on n'a pas... Parce qu'il y avait des titres à chaque chapitre. Alors c'est quoi vos méthodes justement pour vous rappeler de tout ce que vous lisez ? Parce que quand même, 400 pages en moins d'1 heure et demie, il faut le faire, en plus en anglais. Comment vous faites pour répondre à ces questions ? En fait, il y a 2 choses qu'il faut voir. La première chose, c'est qu'il faut adopter une stratégie de lecture. Parce que de toute manière, c'est impossible de retenir tout ce qu'il y a dans le bouquin. On ne l'a jamais fait à l'école, pourquoi on va le faire au championnat du monde ? Ouais. Mais c'était de dire, je sais que je ne sais pas sur quoi on va m'interroger, mais je vais mettre des jalons dans le livre, je vais me poser des questions de base pour pouvoir au moins avoir un minimum. Et souvent, les questions qu'on pose dans un bouquin, c'est les dates importantes, les personnages importants, l'intrigue importante, les lieux importants. Et donc moi, je me suis mis ces jalons-là dans ma prise de notes pour que je balaye l'information le plus rapidement possible, mais je me focalise sur un nombre limité d'informations. Parce que si je veux tout apprendre, celui qui veut tout apprendre, il finit par apprendre rien du tout. Et là, je me suis dit, je me contente de ça, et le reste, ça va venir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de lire sans trop rester focus en conscient. C'est-à-dire que si on veut traiter de l'information comme quand on lit, là, vous allez lire, par exemple, un journal et vous êtes concentré à 100% dans ce que vous faites, au bout d'un moment, vous pouvez traiter que l'information limitée. Parce qu'il y a la fatigue, parce que vos yeux ne voient qu'un certain type de mots. Et en fait, il faut lire ce qu'on appelle en subconscient. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses entrer. D'accord. Et pas forcément les traiter. Pas se dire, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais je retiens quoi là. Non, c'est pas grave, ça rentre, c'est pas grave. Et après... Et c'est le cerveau qui fait le travail après. Le cerveau va faire le travail, après il faut avoir l'intuition de la réponse et pas la réponse. Et ça, c'est super important parce que tous les grands génies, prenez Einstein par exemple, la théorie de la relativité, il ne l'a pas trouvé quand il était face à son tableau. Il l'a trouvé quand ? Pendant qu'il était en train d'observer un coucher de soleil. Et là, le E égale MC2, il est arrivé. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'intuition. Mais en fait, l'intuition, c'est une forme d'intelligence. Parce que quand on dit intuition, on passe pour un illuminé. Ouais, il faut surtout pas. Non, il faut développer l'intuition du savoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Nous, quand on dit un truc, on est cartésien, c'était page 38, aligné à 28. Non. Ça veut dire, au bout d'un moment, je pense que ça, vous, Manal, ça vous est déjà arrivé. On donne une question et tout de suite la réponse, elle vous vient comme ça, mais vous n'êtes pas capable de nous dire comment. D'expliquer comment. Et bien ça, c'est un des leviers de la lecture rapide en fait. De dire, la réponse, elle est là, je me fais confiance et je l'écris.
C'est intéressant, j'avais jamais entendu parler de cette intuition Oui. de la vérité, Oui. mais finalement c'est avec l'entraînement et la pratique qu'on arrive à développer cette intuition. Cette intuition-là, on la retrouve au football quand Zinedine Zidane, je suis resté moi Zinedine Zidane, mais je suppose que les autres footballeurs c'est le même truc, c'est qu'on s'est tellement entraîné qu'au bout d'un moment on arrive à faire des choses, on fait la bonne chose au bon moment. Au bon moment, Ouais. ouais. Et cette intuition-là, cette espèce de révélation, c'est ce qu'on appelle la pensée créative. Et elle ne vient que avec le travail acharné. Elle vient pas, c'est pas j'arrive et j'ai un moment de délire et ça vient comme ça parce que j'ai regardé un feuilleton où je me sens bien. Non, c'est à force de travailler, on développe. Alors il y a l'intelligence qui est consciente et il y a l'intelligence, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Cette chose qu'on ne maîtrise pas, c'est des trésors inestimables. Et ça, je trouve ça absolument fantastique. Oui, oui. Et vous disiez au début de notre entretien que pendant des années, vous souhaitez faire quelque chose de grand, sans jamais vraiment y arriver. Oui. Aujourd'hui, votre vie a changé suite à ce titre de champion du monde de lecture rapide. En réalité, nous sommes tous capables de faire de grandes choses. Exactement, bien sûr. Bien sûr, tout le monde, là, moi, là, ça a été la lecture rapide à ce moment-là. Mais n'importe qui, par rapport à sa sensibilité, par rapport à ses études, par rapport à son environnement, est capable de développer quelque chose. Mais la question centrale, c'est... Son pourquoi. Et le pourquoi est fondamental. Ouais. Quand on arrive à l'école et qu'on traverse la scolarité sans jamais savoir pourquoi, en fait, au bout d'un moment, même si on a le diplôme, ça nous fait rien. En fait. C'est le grand problème, je pense, de la majorité des personnes, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Exactement. Et quand on a réglé la question du pourquoi, mais après, on se sent investi d'une mission. Quand je vais en formation, je suis en mission en fait. Oui, c'est vrai que parfois on fait des choses dans la vie sans vraiment se poser de questions et puis en suivant justement cette intuition dont on parlait tout à l'heure, ça nous rapproche de nos propres aspirations. Exactement. Et c'est là qu'on arrive à faire de grandes choses. Bien parce sûr. qu'on se donne aussi le droit de faire ce qu'on a à faire. Bien sûr. Et je pense que ça change vraiment tout. Encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Exactement. Et la lecture, pour moi, c'est l'une des meilleures manières de développer ses connaissances. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, Mohamed. Moi, j'ai appris pas mal de choses, des choses très importantes d'ailleurs, qui m'ont permis d'avancer. Et surtout, j'ai eu accès à des informations très très peu connues du grand public qui me donnent vraiment une longueur d'avance dans pas mal de domaines. Et j'aimerais justement connaître votre top 3. Votre top 3 des meilleurs livres qu'il faut absolument lire dans sa vie. J'en ai beaucoup, franchement. Après, je suis suivant. Si vous deviez en choisir que 3. Alors, le top 3 des bouquins de Mohamed Koussa. Le troisième, c'est un livre qui, je pense, pas connu du grand public, c'est L'orientalisme d'Edouard Saïd. Le livre, en fait, il traite du préjugé. Le préjugé à travers la culture. Comment on arrive, à travers un discours, à travers des blagues. On connaît par exemple les blagues belges, par exemple. En fait, il explique de manière structurelle, donc il prend l'exemple de l'orientalisme pour expliquer comment on peut transmettre du racisme et du préjugé à travers une culture, à travers une littérature, à travers de la musique, à travers des idées, à travers des caricatures. Et ancrer ce préjugé dans l'esprit des gens. Alors, numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est 1984 de George Orwell. Ça, c'est... si vous n'avez pas lu ça... Faites-le. Faites-vous du souci dans un premier temps et allez le lire. Il n'est pas très, très long à lire, mais la puissance, l'aspect visionnaire, parce qu'il n'a pas écrit en 1984, il a écrit longtemps avant, et la société qu'il décrit longtemps avant, franchement, c'est digne du visionnaire. Il n'y a que des génies qui peuvent décrire ce genre de choses. Le number one. Alors, je pense que le livre que je vais dire là ne surprendra pas par rapport à ce que je viens déjà dire des deux autres, c'est Le discours de la méthode de Descartes, qui, moi, m'avait particulièrement touché quand j'étais au lycée, parce que je l'avais lu au lycée. Grosso modo, pour ne pas spolier le livre, parce que je ne ferai pas mieux que Descartes en vous racontant ce qu'il y a dans le livre, c'est il faut casser tout ce qu'on connaît pour reconstruire de manière saine une nouvelle connaissance. En gros, c'est ça. C'est clair que c'est un peu ce qu'on est en train de divulguer un petit peu comme message. Exactement. C'est de désapprendre pour mieux apprendre. Pour mieux apprendre. Et quand on a quelqu'un qui... les Descartes, la Pléiade, les philosophes des Lumières, et ils ont fait ça à un moment donné, c'est dommage d'arriver en 2018 et qu'on soit toujours à ce niveau. Donc en tout cas, c'est clair que le passage à l'action, il est très important. Ce que je remarque quand même, Mohamed, c'est qu'avec le top 3 là, que vous m'avez présenté, finalement, ce sont plutôt des livres très philosophiques que vous appréciez. Donc, on sent quand même pas mal le professeur des écoles. Ah oui, non, bien sûr. Moi, la philosophie, pour moi, ça reste la matière suprême, parce que c'est l'exercice de la pensée, par excellence. Et qu'en termes de pensée, d'abstraction, ça demande d'autres compétences, parce que ça demande de la mathématique, ça va avoir une vision mathématique du monde, ça demande d'avoir une vision esthétique du monde, des rapports entre les êtres humains, et que
C'est pour ça je disais tout à l'heure, la question du pourquoi, c'est nécessairement répondre à une aspiration philosophique. Je dis philosophique parce que si je dis religieux, ça fait trop aspect un peu négatif, le religieux, etc. Donc je préfère faire dire philosophique, comme ça on reste dans un cadre. Philosophique ou spirituel même Non, mais spirituel, c'est philosophique, c'est spirituel, c'est fondamental. Parce qu'on est tous des êtres spirituels, au sens où on a des valeurs qui nous dépassent. On a tous besoin de justice, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de positif. Et au bout d'un moment, quand on est trop empêtré, uniquement circonscrit à son corps et on répond qu'à des besoins de son corps, au bout d'un moment, on va pas bien en fait. Et quand oui, on s'élève met de côté l'esprit, malheureusement. Exactement. Et ça, c'est fondamental. Et les lectures philosophiques, alors il en faut pour tous les goûts, mais franchement, la philosophie, c'est... Bon, on organisera une émission avec vous pour parler philosophie. Je suis certaine que ce sera passionnant. Avec plaisir. Alors pour finir, Mohamed, j'aime bien finir et partager 3 conseils pratiques faciles à mettre en place pour mes auditeurs. Alors selon vous, quels sont vos 3 meilleurs conseils pour lire plus et mieux? Alors le premier conseil que je vais donner pour lire plus et mieux, c'est tout d'abord d'utiliser par exemple un stylo ou son doigt pour lire. Vous passez le stylo tout doucement sous la ligne et plus vous allez augmenter cette vitesse de déplacement sous la ligne et plus vous allez la regarder, vous lisez en même temps, c'est important, c'est de lire, c'est pas juste de suivre le stylo, et bien plus vous allez pouvoir augmenter votre vitesse de lecture. On trace une sorte de trajectoire. C'est comme si vous traciez des lignes sous les phrases. Sous les phrases. Vous lisez en même temps, mais votre déplacement de votre œil sera en fait accompagné par ce mouvement-là. Par ce mouvement-là, comme une béquille. D'accord. Normalement, avec quelques minutes de pratique, vous pouvez doubler votre vitesse de lecture qu'avec ça. Ah ouais, d'accord. Bien sûr. Quand même. Bien sûr, il n'y a pas besoin. Ce qui dit doubler la vitesse de lecture, c'est que vous allez diviser votre temps de lecture par 2. Incroyable. Ouais. Ok. Donc premier conseil, utiliser un stylo pour lire. Pour lire. Deuxième chose, se concentrer au maximum pour ne pas perdre du temps en fait. La plupart des gens, quand ils vont rentrer dans la lecture, ils passent d'une activité à l'autre comme si toutes les activités se valent. Toutes les activités ne se valent pas. La lecture demande des ressources de concentration qui sont assez particulières. Donc entre l'action que je suis en train, par exemple là, je suis en train de faire du rangement à la maison, je veux lire. Il faut qu'entre la fin de mon rangement et la lecture, j'accepte de prendre 2, 3, 5 minutes, que je redescende mon niveau d'énergie et que je commence déjà à me préparer à lire, mais je ne lis pas encore. Il faut que j'attende que ça redescende un petit peu pour me concentrer davantage. Pour se mettre en condition. Oui, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que les gens, c'est comme des diesels, en fait. Il y a un temps de lecture où on a besoin de 5, 10, 15, 20 minutes de chauffer pour rentrer dans l'histoire. Et on voit combien de lecteurs, en fait, ils ont perdu le début du livre et il faut qu'ils reviennent après pour dire « Ouais, mais j'étais pas vraiment encore bien ». En fait, il faut s'échauffer avant de lire. Donc, mais avant de s'échauffer, il faut déjà être bien concentré. Et la concentration, ça ne demande pas on va pas se transformer en yogi et être en lévitation sur sa chaise, c'est pas du tout ça. C'est respirer profondément, relâcher au maximum, ça veut durer 2 minutes, 3 minutes. Après, on prend le livre, on peut commencer à lire. D'accord. Donc, conseil numéro 2, se concentrer. Bien se concentrer, prendre 2-3 minutes pour le faire. C'est fondamental. Et pas se dire, ouais, je vais lire, mais je passe directement, j'ai couru, je suis dans les transports en commun, je suis encore essoufflé. Non, tu es essoufflé, tu reprends ton souffle, tu prends ton bouquin, tu attends 2-3 minutes et là, tu commences à lire. D'accord. Et troisième chose, c'est stratégie de lecture. Il faut une stratégie de lecture. Parce que sans stratégie de lecture, c'est une lecture, moi j'appelle ça la lecture promenade. Et quand on se promène, en fait, on ne fait pas attention à certaines choses. Et quand on vous dit, ouais, mais t'as vu ça? Il me dit, non, moi, j'ai rien vu. T'as vu sur ton chemin, il y avait ça? Non, j'ai pas fait attention, moi, je me promenais. D'ailleurs, en général, les lecteurs retiennent très, très peu d'informations des livres qu'ils lisent. C'est normal parce qu'en fait, ils ne se préparent pas à retenir quelque chose. Alors, c'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est de savoir déjà ce qu'on veut faire dans le livre. C'est de dire, voilà, moi, j'aimerais bien, dans ce livre-là, avoir cette information-là. J'aimerais bien connaître, j'aimerais bien retenir, je sais pas moi, toutes les dates importantes, ou au moins, je veux dire, allez, toutes les dates, ça serait difficile par exemple, mais retenir au moins 10 dates importantes. C'est se donner un objectif. C'est fondamental. C'est fondamental, parce que la lecture promenade, j'y vais pour juste, c'est l'activité elle-même qui me procure mon bien-être. Et ça n'enlève en rien le plaisir de lire finalement. En fait, après, ça procure un autre plaisir que celui du résultat. De toute manière, dans tout ce qu'on fait, que ce soit de la lecture, notre travail, même quand j'ai des enfants, mais c'est quoi mon objectif? Toujours l'objectif, c'est le premier truc qu'on doit avoir. Merci beaucoup Mohamed, c'est vraiment d'excellents conseils que vous avez partagés avec nous. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Attention à ce que je dis. Le but, c'est de mieux vous connaître. D'accord. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Méditation.
Quelle personne admirez-vous le plus ? Bruce Lee. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Le dernier livre que j'ai lu, La rivière qui coule de Paulo Coelho, hier. Quelle est votre plus grande peur ? De pas me contrôler. Quel est le titre du livre que vous avez lu lors du championnat du monde de lecture rapide ? Ah, ça, je m'en rappelle plus. Ça, c'est une question... Je m'en rappelle plus. Quel animal vous représente le mieux ? Le chameau. Quelle application utilisez-vous le plus ? Alors, Too Good To Go. Quel livre offririez-vous en premier ? 1984. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Documentaire préféré, c'est Le Jeune Nouvelle Thérapie de Thierry Delestrade. Quel est le plus grand risque que vous ayez pris jusqu'à présent ? Être moi-même. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Le café. On a la même alors. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Que je peux faire ce que je veux. Si vous disposiez de 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Un abonnement à la bibliothèque ou au Kindle. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? Le ménage. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? Mon premier enfant. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quel est votre plus grand regret ? C'est de ne pas avoir de regrets. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour prendre un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Mon père. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Fédérateur. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Trop fonceur. Trop fonceur, ouais. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je regarde une série. Merci beaucoup Mohamed d'avoir Merci répondu à à vous, toutes c'est mes gentil. questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce Oui. que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Alors, deux choses. Vous pouvez aller me retrouver soit sur mon site internet, amkacademy avec un y.net, ou alors sur ma chaîne YouTube où périodiquement je fais des vidéos où je traite de ces sujets-là qui sont l'apprentissage, la pédagogie, les relations de communication interpersonnelles ou intrapersonnelles. D'accord, votre chaîne YouTube qui porte YouTube. votre nom. Mohamed Mohamed Koussa. Koussa. Ouais, comme ça, c'est facile à retenir. Bien sûr, moi je Voilà. partagerai toutes les références gentil. sur le site C'est très lemanalshow.com. Très gentil. Merci à vous. encore beaucoup Merci à Mohamed vous, Koussa, c'est je très vous gentil de m'avoir souhaite reçu. beaucoup de succès À vous de dans même. tous vos futurs projets. Merci à vous et à tous vos auditeurs qui vous écoutent. Tout succès pour tout le monde. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les 3 meilleurs conseils à retenir pour pratiquer la lecture rapide. Conseil numéro 1, mettez-vous en condition. On a souvent tendance à jongler entre plusieurs activités sans se donner le temps de souffler et de faire le vide. Si vous souhaitez vraiment pratiquer la lecture rapide, il faut d'abord vous accorder un temps de repos avant d'ouvrir votre livre. Prenez simplement 5 minutes pour respirer et vous mettre dans les meilleures conditions possibles afin d'optimiser votre concentration et votre attention. Si vous sortez du bureau et que vous enchaînez directement avec la lecture, eh bien vous risquez de repenser à ce qui s'est passé dans la journée et donc vous ne serez pas totalement présent. C'est aussi ça, vivre le moment présent. Il faut se mettre en condition pour être concentré à 100% dans ce que l'on fait. Conseil numéro 2, lire avec un stylo. Comme nous l'a expliqué mon invité Mohamed Koussa, l'idée c'est de lire en suivant chaque ligne avec un stylo, ce qui permet d'entraîner les yeux dans un mouvement régulier et rapide. On se crée ainsi un guide visuel, ce qui accroît de manière spectaculaire la vitesse de lecture. Il faut savoir que lorsque vous lisez habituellement, vos yeux reviennent en arrière dans le texte, donc il faut perdre cette habitude et avec cette technique du stylo, le mouvement de vos yeux sera plus fluide, il y aura moins de saccades et de régression. Grâce à cette méthode et avec un peu d'entraînement, vous allez pouvoir doubler votre vitesse de lecture. Conseil numéro 3, fixez-vous un objectif. Avant même de commencer une lecture, définissez un objectif précis. Autrement dit, sur quelle thématique vous souhaitez faire le focus ? Quelle est la chose la plus importante pour vous que vous aimeriez apprendre, approfondir et retenir à la fin de cette lecture ? En déterminant votre objectif, vous allez faire le tri et concentrer votre attention uniquement sur les informations qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Vous allez pratiquer ce qu'on appelle la lecture active. Dans un livre pratique, on a souvent beaucoup d'enseignements, mais on retient très peu d'informations au final à cause de notre concentration qui se disperse et c'est tout à fait normal. Donc l'idée de se concentrer sur un objectif de lecture va vous aider à vraiment approfondir un sujet. Mais c'est bien sûr valable uniquement pour les livres pratiques. Et enfin, pour finir, de mon point de vue, il faut éviter de lire des livres pratiques le soir avant de vous coucher.
Pourquoi ? Parce que quand on lit un livre pratique, on ingurgite beaucoup d'informations qui nous poussent à réfléchir. Sauf que ce n'est pas forcément le meilleur moment de la journée pour le faire. J'en parle par expérience. Du coup, moi je vous conseille de privilégier les livres de fiction avant de vous coucher. C'est une excellente manière de faire travailler votre imagination. Et puis c'est aussi l'occasion de vous faire plaisir. Manga, romans policiers ou de science-fiction, faites-vous plaisir et accordez-vous ce vrai moment de détente avant de dormir. D'ailleurs, je suis curieuse de connaître vos recommandations en ce qui concerne les livres de fiction, alors n'hésitez pas à venir les partager avec moi dans le groupe privé sur Facebook, le Club. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement 2 petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!